on est tous conscients qu'on a un problème de réchauffement climatique auquel il faut s'adresser, mais on a aussi un autre problème qu'on ne connaît pas bien d'ailleurs, c'est le pic pétrolier. Le pétrole représentant une part très importante de la consommation d'énergie mondiale, et aucun acteur ne dévoilant ses cartes, aucun acteur pétrolier, c'est-à-dire dévoilant précisément combien il a de réserves de pétrole. Donc c'est un vrai risque pour l'avenir, avec un choc potentiel sur les prix si jamais ce pic pétrolier s'avérait. Cependant, personne n'a d'idée de la date précise. Alors, sur la philosophie générale, je pense qu'il faut, la priorité est se passer des énergies fossiles. Là-dessus, Jean-Marc Jancovici, que vous connaissez bien, je pense, a la bonne vision. On ne peut pas faire deux efforts gigantesques en même temps. Se passer des énergies fossiles et du nucléaire, il faut choisir. Donc je partage complètement cela avec lui. Donc il faut garder notre énergie nucléaire. Pour le renouvellement de nos centrales, si on en a besoin dans 20 ou 30 ans, il faut effectivement essayer une filière moins dangereuse, une filière thorium, puisque cette filière permet d'éviter les risques d'emballement et d'emballement du cœur, parce que le nucléaire, c'est un peu le feu qui s'éteint jamais dans le cas de la filière uranium. Pour les ENR, effectivement, on a une capacité de produire des ENR qui est gigantesque sur Terre, puisque par exemple, le soleil qui tombe sur Terre, c'est 5000 fois la consommation mondiale d'énergie. Donc on voit qu'en récupérer une petite partie suffirait à notre bonheur. L'éolien étant une énergie de second rang, mais importante. Puis il y a effectivement la biomasse, le bois et tout un tas d'autres techniques. Ce qui est important, c'est que les coûts de ces ENR sont équivalents aux coûts de l'énergie classique. Elles ont des inconvénients, elles sont intermittentes, certes, mais le coût globalement est équivalent aujourd'hui. Donc c'est quelque chose de fondamental. Alors maintenant, on a le choix entre deux systèmes. On fait un choix, et c'est un peu le choix qui est décrit dans les médias, et par la pensée unique en matière d'énergie, parce qu'il y en a un peu une en matière d'énergie, vous avez sans doute une pensée différente et vous l'entendez peu, c'est de choisir le tout électrique. Donc c'est-à-dire d'avoir des ENR, effectivement, et on garde cette électricité, on va la consommer dans des voitures électriques, etc. Alors ça pose un problème énorme, ça pose le problème de cette synchronisation entre une consommation très intermittente par nature et la production qui devient très intermittente avec les énergies renouvelables. Moi, de mon point de vue, c'est pas un système résilient, c'est un système extrêmement dangereux. Je vois pas comment, avec simplement du bon sens, on peut ne pas avoir de vecteur de stockage d'énergie de masse pour notre économie, connaissant ces contraintes. Il nous faut donc probablement, et moi c'est ce que je pense, un vecteur de stockage. Alors après, quand on étudie les vecteurs de stockage, il y a les steppes, mais en France on ne peut pas faire beaucoup de systèmes de pompage, turbinage en grande capacité, donc c'est intéressant de le faire, mais ça restera limité. Il y a les batteries, mais c'est une énergie, ça coûte très très cher de stocker dans des batteries, puis les batteries de voiture, quand on voit les centaines de kilos d'une batterie de voiture, on voit que ça pose un problème de taille. Probablement que ce vecteur de stockage, c'est l'hydrogène. Parce que l'hydrogène, on peut le produire à partir de l'électrolyse de l'eau, certes un peu plus cher que l'hydrogène aujourd'hui, à l'heure actuelle en l'état, un peu plus cher qu'à partir de gaz, mais à des prix quand même tout à fait décents. Donc on peut le produire avec l'électrolyse de l'eau avec un rendement d'autour de 60%, et on peut utiliser cet hydrogène dans des piles à combustible avec un rendement d'à peu près 60%. Le rendement global d'ailleurs, pur hasard, 36%, 60 fois 60, est à peu près équivalent à la consommation, au rendement d'un moteur à essence, quoi, ou diesel. Maintenant, il y a le problème, donc ces technologies existent, il y a 8000 chariots élévateurs à piles à combustible dans le monde, donc on voit qu'elles commencent à se généraliser dans certains secteurs. Maintenant, cet hydrogène, donc, on le produira à des coûts équivalents, donc avec nucléaire et les ENR. Pour moi, les ENR doivent pratiquement servir qu'à produire de l'hydrogène. Pourquoi pas un peu d'électricité dont on a besoin. De toute manière, en France, entre l'hydraulique, le nucléaire et les énergies renouvelables d'aujourd'hui, il ne nous reste plus que quelques pourcents de consommation d'énergie fossile. C'est-à-dire que la transition énergétique en France sur l'électricité, de toute manière, elle est faite. On n'a plus d'énergie fossile. L'autre chose, c'est que les prix des piles à combustible, le département de l'énergie américaine dit, et il ne s'est pas trompé quand on regarde la courbe passée, que si on en produit quelques centaines de milliers, on arrive en série, on arrive à des prix équivalents aux propulsions essence. Donc avec un coût pile à combustible, moteur électrique. Sachant que vous le savez, le moteur électrique a un rendement de quasiment 100% et d'une bien meilleure fiabilité qu'un moteur à essence. Donc, avec ce couple hydrogène-électricité, on a effectivement une solution peu coûteuse pour se passer, relativement peu coûteuse pour se passer de fossiles.
Moi, ce que je vois, c'est qu'effectivement, bien sûr qu'il faut faire de l'isolation pour économiser l'énergie dans le futur. Cette isolation, la meilleure manière de faire, on voit bien que les programmes sont très embrumés et nuageux du gouvernement. Personne ne sait exactement à quelle aide vous avez le droit pour faire une isolation. Et du coup, peu de gens le font. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faudrait utiliser la Banque centrale pour obtenir des taux zéro à long terme sur l'isolation, tant pour les ménages que pour les entreprises, que pour les collectivités. À ce moment-là, les économies d'énergie, pour toutes les passoires, payent les échéances de prêt. Donc c'est tout bénéfice pour les gens qui le font. Donc on utilise un instrument de taux spécifique pour cette partie parce qu'elle est utile à l'économie. L'hydrogène serait utilisé principalement pour les transports et pour l'industrie. Le biogaz qui reste limité, on peut produire sans doute 5% de biogaz, de consommation française d'énergie en biogaz, servirait pour l'industrie et le chauffage. Et il nous resterait aussi le bois qu'on peut développer. On peut à peu près doubler la production de bois française sans abîmer la forêt, aussi pour le chauffage. Voilà un schéma énergétique cohérent. Effectivement, comme il a été remarqué, le coût global, c'est gigantesque de la transition énergétique. Moi, j'ai calculé que c'était 1600 milliards d'investissements. C'est bien des investissements et pas des coûts. Donc c'est de l'activité pour l'entreprise et des emplois. Et ça veut dire qu'on peut créer un cercle économique vertueux par la transition énergétique. L'autre chose, c'est que 1600 milliards d'euros, c'est-à-dire que les banques privées ne peuvent pas financer des programmes aussi gigantesques. Il faudra l'aide de la Banque de France, et il faut arrêter le tout marché et dire qu'il faut qu'il y ait de l'argent au même prix en quantité gigantesque qui arrive dans les marchés financiers des activités spéculatives qui ne servent pas, alors qu'on a des programmes sur l'énergie qui sont fondamentalement utiles, qui doivent être financés pour moi, à taux plus bas et de façon plus massive. Donc on peut faire en sorte que la Banque de France prête aux banques à taux plus bas, et de façon massive quand elle prête à des secteurs utiles à l'économie. À ces conditions, ça va créer un chantier fantastique pour la France. Effectivement, ça peut créer 1 million d'emplois, vu l'activité qui est requise. Il faut compenser 65 milliards d'euros, entre 50, en ce moment je crois qu'on est plutôt à 50, autour de 50 milliards d'euros d'importation d'énergie fossile par de la production. Ça représente environ 1 million d'emplois directs et donc 2-3 millions d'emplois indirects. Donc moi je le vois comme une chance, comme un chantier fantastique. Toutes les technologies sont là. Si on utilise l'État stratège, on le fait avec une planification intelligente, on peut arriver à faire cette transition en rapportant de l'activité, de la richesse, des emplois et donc des recettes fiscales pour les Français. Voilà à peu près la philosophie de ce que je vois de façon résumée le plus court possible. Merci beaucoup pour ces questions. Alors, pour le problème des steppes, alors la France est quand même un pays globalement moins montagneux que la Suisse. Alors c'est vrai que la Suisse l'utilise de façon très intelligente et d'ailleurs elle récupère notre énergie, je crois, à un prix moyen de 3 centimes d'euros le kilowattheure, donc 2 fois moins cher que nous la produisons, que nos coûts globaux. Les steppes, c'est formidable. Il faut en faire, après il faut voir l'acceptabilité, parce qu'il faut 2 bassins. C'est-à-dire qu'un seul barrage ne suffit pas. Il faudrait en fait doubler le barrage pour avoir... Alors c'est vrai que si la population française était prête à doubler les barrages de Serre-Ponçon ou des choses comme ça, je ne sais pas si c'est faisable au niveau topographique, ça serait formidable, ça permettrait de faire énormément de choses. Je ne suis pas sûr, malheureusement, qu'on puisse le faire et que les gens l'acceptent, ils sont criés, parce que noyer des vallées aujourd'hui, ça serait très compliqué. Après, globalement, ça reste quand même limité. Alors, l'hydrogène, effectivement, il y a peu de choses là-dessus, mais je réponds en même temps à l'autre question. Il y a quand même 4 voitures à pile à combustible. Il y a Toyota qui a une voiture qui s'appelle la Mirai, il y a Hyundai qui en a une, je les ai vus au salon de l'automobile. Il y a aussi Honda, je crois qu'il y en a une, et puis il y a une petite boîte française, Symbio Fuel Cell, qui a bossé sans l'État. Et ça, c'est bien de... Non, mais je vous le dis, moi je trouve ça extrêmement dommage. Sans l'État, l'État fait rien. Et eux sont un peu désespérés. Ils ont quand même Engie qui a investi 20% dedans. L'ancien Suez lyonnaise. Et ils ont produit une petite voiture alors qui est à moitié électrique avec une batterie moitié hydrogène. Et ils n'ont aucune aide. Elle est commercialisée 33 000 €, cette Kangoo hydrogène. Ah bon. L'autre chose, c'est que si on la produit en série, évidemment, le problème c'est que c'est la quadrature du cercle et c'est là où sans l'État stratège, les entreprises privées n'y arrivent pas. C'est-à-dire que les voitures à hydrogène sont trop chères, elles sont autour de 60 000 € parce qu'elles sont produites en petite série. Et comme elles sont produites en petite série, elles sont trop chères. On voit bien que ça va très très lentement tout cela, si on n'a pas l'État stratège qui impose à un moment et qui met en place tout ce qu'il faut pour qu'on ait une production en grande série rapide. Donc voilà, l'hydrogène effectivement existe peu, mais il y a quand même 3 voitures de série. C'est la stratégie d'ailleurs du Japon. Le Japon a dit qu'il voulait utiliser d'ailleurs les prochains Jeux Olympiques
pour avoir des cars à pile à combustible à hydrogène, et que la voie d'avenir, c'était l'hydrogène. Toyota a dit d'ailleurs que la voie d'avenir, c'était l'hydrogène. Le cadre européen nous empêche de tout faire. Donc effectivement, on ne restera pas du tout dans le cadre européen, dans les politiques de l'énergie. Moi, je vois passer les textes. Pour moi, ils n'ont pas d'intérêt. Après, coopérer avec nos voisins européens, échanger de l'énergie quand on a besoin, utiliser le réseau électrique ensemble, l'énergie produite de façon excédentaire en Allemagne ou en France, sur des bases équilibrées, ce qui n'est pas le cas actuellement, parce que malheureusement l'Allemagne a mis la pagaille dans l'électricité en Europe. Ça, il n'y a pas de souci. Autre chose, donc hydrogène. Alors, pourquoi est-ce que... Moi, je parle d'hydrogène et pas de batterie. Le problème des voitures électriques, il est double. Si... soyons ambitieux et disons-nous, on veut une France comment? Plutôt avec que des voitures électriques ou que d'hydrogène ou un panache des deux. Moi, je vois mes parents, ils ont une Zoé, j'ai un ami qui en a une, ils n'ont aucun problème. Pourquoi? Parce que c'est une deuxième voiture et surtout, ils sont en résidence, ils sont en maison, ils ont une maison. Donc, vous branchez votre pile à combustible sur une maison, ça ne pose pas de problème. Par contre, à Paris, avec tous les immeubles qu'il y a, il va falloir avoir 1 million ou 2 millions de prises. Et ces prises coûtent une fortune. En plus, elles vont poser un problème. Ça veut dire que pendant la période de transition, vous allez dire, bon, cet endroit, c'est pas pour les véhicules à essence, c'est pour les véhicules électriques, puisque j'ai mis une prise qui coûte des fortunes, des dizaines de milliers d'euros dans la rue. Et donc, vous allez avoir un problème majeur. Puis vous avez un problème là qui devient insoluble. Si vous avez que des voitures électriques, quand tout le monde part en vacances, comment est-ce que vous allez recharger votre voiture électrique? Sur la route des vacances ou à un moment où il y a énormément de flux automobiles? Parce qu'en fait... il va falloir tirer sur le réseau électrique de façon démente. À ce moment-là, il va falloir avoir les prises, et même si vous avez les prises, vous allez tirer de façon démente. Donc pour moi, c'est pas vraiment jouable, et c'est un des problèmes de la voiture électrique. L'hydrogène, donc les véhicules, je vous ai répondu, donc voilà. Et le seul problème, donc ils coûtent cher, hein, mais ils sont produits à quelques centaines d'exemplaires, c'est complètement logique. Et à partir du moment où on les produira en grande série, et c'est là où l'État doit être fort, et doit tout faire pour que... Comme l'État japonais est en train de mettre des mesures pour qu'on arrive à les produire en grande série à des prix très faibles. D'ailleurs, le plan électronucléaire français, il montre bien qu'une planification intelligente vous permet d'avoir l'électricité la moins chère du monde. C'est bien parce qu'il y a une planification, des effets de série, qu'on a eu, on a réussi le plus beau plan nucléaire de la planète, d'autant plus qu'en plus il n'y a eu aucun accident en France, alors qu'il y en a eu dans quelques autres pays. Et c'est à ces conditions-là, avec un État stratège, avec la recherche publique, en concertation avec le privé, qu'on pourra arriver à faire quelque chose sur l'énergie. Vous voyez bien que d'ailleurs sur les véhicules électriques, ça coûte très très cher quand même. On fait des subventions de la moitié du prix sur une Zoé. En fait, vous l'achetez 20 000 €, dans certaines conditions, vous avez 10 000 € de l'État. Donc on voit que c'est très coûteux cette stratégie de petits pas et qu'à mon avis, il faut accélérer plus fortement. Bien, mais nous allons d'abord chaleureusement remercier notre invité d'avoir suscité une discussion très riche, à la fois au plan technique, au plan institutionnel, capacité de financement. La question qui me vient, moi, immédiatement, c'est une question de rythme auquel on peut progresser dans les voies que vous évoquez. Bon, un premier exemple, la production d'électricité. On a bien compris que vous êtes favorable à la prolongation du nucléaire historique tant qu'elle reste économiquement raisonnable et acceptable du point de vue de la sûreté. Vous ne vous êtes pas prononcé sur l'EPR, mais je pense que vous êtes favorable à son achèvement. Mais vous préconisez pour l'avenir une voie thorium. Bon, et là, il y a quand même des délais de mise au point, de développement. Donc là, il y a déjà un premier problème qui est celui de l'échelonnement temporel de la mise en place des innovations, de leur financement, etc., qui me pousserait à dire que tout ça, c'est un peu trop télescopé dans le temps pour qu'on se sente totalement rassuré sur la possibilité de faire dans les délais que vous évoquez. La deuxième question, c'est d'une manière générale le développement de l'utilisation de l'électricité. Alors là, vous avez parlé à des gens qui sont 100% en accord avec vous, aussi bien dans le résidentiel tertiaire qui était le cœur historique du développement de notre association, et où nous pensons qu'aujourd'hui, il y a une contradiction flagrante à prôner l'élimination progressive des hydrocarbures et en même temps d'en mettre dans la construction neuve, qui normalement vivra 100 ans et sera difficile
ultérieurement à l'électricité ou à d'autres solutions. Vous avez vous-même tracé très clairement les limites du biogaz, parce que nos amis gaziers nous disent « Oh, ben, tout ça, c'est pas très grave, il y aura 70% de biogaz dans le gaz naturel d'ici 2050, donc voilà, on n'émettra pas de CO2. » Bon, donc là, nous sommes évidemment en harmonie avec vous. Reste la question très délicate, qui est celle du transport. Alors j'observerai d'abord que le système électrique tel que nous l'avons aujourd'hui, à partir du moment où on décide de prolonger le nucléaire historique et de mettre en service l'EPR dans quelques années, j'espère que le calcul c'est une année, mais enfin, on n'est jamais tout à fait sûr, ce système fonctionne très bien. Aujourd'hui, la petite production éolienne et photovoltaïque, on la digère sans aucun problème. Ça commence évidemment à se corser lorsqu'on veut réduire la part du nucléaire à 50% en 2025-2030. Là, il y a des sacrés problèmes d'intermittence qu'on a du mal à résoudre tant qu'on ne dispose pas de moyens de stockage saisonniers. Parce que des stockages sur la journée, avec les steppes, les batteries, etc., la souplesse sur la gestion de la demande d'électricité à travers l'INI, etc., on sait faire beaucoup de choses. Le stockage saisonnier, il y a quand même un os sérieux si on entend réduire très fortement la production que j'appellerais dispatchable. Et d'ailleurs, l'un de vos prédécesseurs à cette table, représentant Benoît Hamon, est très imprégné d'écologie, nous disait on peut passer un deal avec les Allemands. On ferme une centrale nucléaire sous réserve qu'ils ferment une centrale à charbon. La question, est-ce que les Allemands sont capables de fermer une centrale à charbon aujourd'hui, sans qu'il en résulte des problèmes de tension sur le réseau électrique? Et là, on voit bien qu'à cri d'œuvre, le développement massif des énergies renouvelables n'a pas résolu tous les problèmes. Mais vous, effectivement, dans votre stratégie, vous êtes assez à l'abri de ce genre de surprise, je dirais, à moyen terme. Alors maintenant, reste un peu plus long terme, et là, vous avez, je pense que c'est surtout intellectuel, considéré qu'il y avait une production intermittente qui, pour des raisons de rentabilité, d'occupation du territoire, serait plutôt photovoltaïque, et qu'il faut en faire quelque chose, et que pour lutter contre l'intermittence, il faut trouver un vecteur stockable, et ce vecteur stockable, vous dites, c'est l'hydrogène. Alors vous avez vu qu'il y a des gens dans la salle qui ont travaillé, qui ne sont pas tout à fait d'accord avec vous, et qui sont peut-être encore moins d'accord sur les calendriers que vous articulez. Autrement dit, l'idée qu'il puisse y avoir un jour des véhicules à hydrogène, pourquoi pas. Nous, ici, nous avons la conviction que la première chose serait sans doute, si l'on fait de l'hydrogène, de l'utiliser pour chasser l'hydrogène obtenu par reformage du gaz naturel dans l'industrie. Il y en a quand même un gros paquet. Donc ce sera la première application sans doute. Alors la mobilité, oui, pourquoi pas. Je crois que ce qui a été exprimé ici, ce n'est pas une opposition sur le principe, c'est une opposition sur le calendrier. Alors d'une manière générale, les gros problèmes de financement, laissons de côté la manière dont vous entendez les résoudre, mais ils sont d'autant plus aigus que vous cherchez à aller très vite. Et vous avez vous-même dit que dans le logement, on pourrait profiter du moment où il y a un changement de propriétaire pour faire une rénovation thermique. Oui, mais les logements, les propriétaires, ils les gardent un certain temps, ça ne se fait pas comme ça. Bon, de la même manière, les voitures, elles ont une durée de vie appréciable. Et même pour la pénétration du véhicule électrique, même si tout est au point théoriquement, ça ne va pas se faire comme ça. Donc, je crois que, au-delà d'une adhésion de principe sur le fait que vous présentez un schéma qui a sa logique et qui laisse des portes ouvertes sur l'avenir, il y a sans doute un problème de calendrier sur lequel il faut réfléchir. Mais enfin, rassurez-vous,
diviser par 4 les émissions de CO2 à horizon 2050 en fermant le nucléaire, c'est pas non plus un calendrier très accessible. En tous les cas, merci infiniment d'avoir suscité cette discussion très intéressante.